Un jour, Shinichi Kanu, un otaku reclus, un dieu du genre, décide de passer un mystérieux test d'embauche préliminaire. Le plus inquiétant, c'est que Shinichi ne sait absolument rien du poste pour lequel il postule. Malgré cela, il obtient la première place et même un entretien. Pendant l'entretien, Shinzaburo Motoba, l'intervieweur, lui sert avec enthousiasme une boisson et révèle que Shinichi a obtenu le poste uniquement grâce à sa vaste connaissance des animés et des mangas. Cependant, lorsque Shinichi s'enquiert de la description du poste, Motoba esquive habilement la question. Naturellement, en réaction, Shinichi prend une gorgée de son verre avant de soudainement perdre connaissance. Alors que la scène change, Shinichi se retrouve à regarder un plafond inconnu. La confusion règne en maître alors qu'il se réveille en sursaut, seulement pour être accueilli par la vue d'une jeune servante en tenue de soubrette, parlant une langue inconnue. Cependant, étant l'otaku qu'il est, Shinichi ne peut contenir son excitation. Après tout, c'est sa première rencontre avec une fille, qui plus est en tenue de soubrette. Sa réaction immédiate, cependant, terrifie la servante. Les jambes tremblantes, elle lui place rapidement une mystérieuse bague au doigt, un cadeau de première rencontre plutôt inhabituel. À l'étonnement de Shinichi, dès qu'il met la bague, il comprend miraculeusement chacun de ses mots. Avec l'élimination de leur fossé de communication, la servante, qui se présente comme Musil Foran, commence à l'appeler maître. Leur bref moment d'interaction est brusquement interrompu par l'arrivée de Minori Kaganuma, une soldate d'élite de l'armée de l'Est, sa garde du corps personnel. Quittant les confins de la pièce, Shinichi sort et est accueilli par une vue hypnotisante d'un dragon bleu rugissant majestueusement. Cette vue a coupé le souffle, le remplit simultanément d'excitation et de stupéfaction. En s'informant davantage, Shinichi apprend la vérité choquante. Il a été transporté dans un monde fantastique et il réside actuellement dans le saint royaume d'Elden. Plus tard dans la journée, Shinichi se retrouve en compagnie de son mystérieux employeur, qui travaille pour le gouvernement. L'employeur demande à Shinichi de retirer sa bague de communication et procède à la révélation d'une histoire intrigante. Apparemment, le Japon a découvert un passage hyperspatial au mont Fuji. Une équipe d'enquête a été dépêchée, est entrée dans le passage et a négocié avec l'impératrice Uldanshan. Pour faire court, le Japon et Elden ont établi une co-entreprise et le rôle de Shinichi est assez inattendu. Il est le directeur général chargé de diffuser la culture otaku dans le royaume d'Elden. Alors que le soleil descend progressivement sous l'horizon, Musil apporte une tasse de thé à Shinichi. À sa surprise, il lui offre une courtoisie rare pour une servante en lui ouvrant la porte. Alors qu'elle s'incline pour le saluer, Shinichi remarque ses oreilles d'elfe et réagit avec un pur étonnement. Témoin de son éclat soudain, Musil craint d'être puni pour avoir dissimulé sa véritable identité. Cependant, à son soulagement, Shinichi adopte une approche différente et lui offre un compliment sincère, reconnaissant la beauté de ses traits elfiques. C'est un geste subtil mais inattendu de la part d'un reclus autoproclamé, révélant un charme caché en lui. Le lendemain matin, Shinichi prend soin de s'habiller en préparation de sa rencontre avec l'impératrice. Accompagné de Minori et Jinzaburo, il entre dans la grande salle du trône. Alors qu'il s'approche de l'impératrice, le trio incline gracieusement la tête en signe de respect. Suite à cette introduction cérémonielle, Jinzaburo prend l'initiative de se présenter ainsi que Shinichi comme le directeur général. Cependant, les choses prennent une tournure inattendue lorsque l'impératrice leur ordonne de lever la tête. Alors que Shinichi lève les yeux, il est confronté à une vue surprenante. Une enfant assise royalement sur le trône. Submergé par les événements et son manque de tact inné, il laisse échapper par inadvertance une remarque se référant à l'impératrice comme une enfant. Profondément offensée par ses remarques précédentes, l'impératrice Petralka descend de son trône et donne un coup de poing à Shinichi, un peu comme une garçonne pleine d'entrain. Avant que la situation ne dégénère davantage, Matoba intervient, offrant des excuses sincères pour la gaffe involontaire de Shinichi et prenant un moment pour expliquer les différences culturelles en jeu. Petralka, faisant preuve d'un cœur compréhensif, décide de pardonner Shinichi pour ses commentaires précédents. Alors que la tension dans la pièce commence à s'apaiser, Gallius, le formidable chevalier en armure étincelante de l'impératrice, oriente la conversation vers les intérêts otaku de Shinichi. À son insu, la fierté otaku ardente de Shinichi prend le dessus et il se lève audacieusement, qualifiant Gallius de juge et d'ignorant. Cette déclaration audacieuse brise le calme de Gallius, déclenchant sa colère. Cependant, à la grande surprise de tous, Petralka éclate de rire. Elle n'a jamais vu quelqu'un d'une stature apparemment humble défier le grand Gallius, largement considéré comme le chevalier le plus fort d'Elden. De retour à son domaine, Shinichi exprime ses regrets en s'excusant auprès de Minori pour son éclat soudain. Mais Minori semble plus éprise des traits robustes et virils de Gallius que des excuses de Shinichi. Matoba prend les devants dans la conversation, s'informant des plans de Shinichi pour diffuser la culture otaku à Elden. Cependant, il mentionne également que le gouvernement a alloué un budget limité pour cette entreprise en raison de l'incertitude de son succès. Malgré cette contrainte, il peut compter sur le soutien du gouvernement à chaque étape du projet. Intrigué, Shinichi cherche à découvrir les secrets de leur bague de transcription.
À sa surprise, il apprend que la bague ne peut fonctionner que si les deux parties la portent et qu'elle ne peut traduire que les pensées, ce qui rendrait les animes et les films effectivement inutiles. Alors que la nuit approche de son zénith, Shinichi, poussé par la soif, sort de sa chambre. Il découvre Musil étudiant assidûment le japonais. Impressionné par sa passion et sa détermination, Shinichi propose de l'aider avec la langue. Au cours de quelques jours, Shinichi demande au gouvernement de livrer diverses figurines otaku et collections de mangas, marquant le début officiel de l'épidémie otaku à Elden. Le jour de l'achèvement, l'impératrice Petralka rend une visite inattendue au domaine, exprimant son empressement à en apprendre davantage sur la culture otaku. Elle ordonne à Shinichi de lui lire personnellement des mangas pour son divertissement. Sur son décret, tout le monde quitte progressivement la pièce. Cependant, Shinichi insiste pour que Musil se joigne à leur session de lecture. Assise entre les deux dames, Shinichi commence à lire le manga. Mais après un petit moment, son attention se tourne vers Musil. Cette vue irrite sa majesté, la poussant à expulser promptement Musil de la pièce. Plus tard ce jour-là, Shinichi se promène dans son manoir et rencontre accidentellement Brook, un homme lézard qui se trouve être son jardinier. Submergé par la peur, Shinichi crie et, de manière assez inhabituelle, lance une attaque sur Brook. Malgré sa brave intention, Shinichi finit par se blesser dans le processus. Témoin de cela, Brook lui tend un bâton en bois, lui conseillant de l'utiliser s'il veut le torturer. À ce moment précis, Musil apparaît également sur les lieux, mais ce qui attire l'attention de Shinichi, c'est son manque de surprise. C'est au cours de cette rencontre qu'il commence à réaliser les profondes différences entre leurs mondes. Le lendemain matin, accompagné de Brook et Minori, Shinichi entreprend un détour en ville. Grâce à leur brève enquête, il apprend qu'un stupéfiant 80% de la population est analphabète, les livres étant réservés uniquement à la noblesse. Leur voyage les mène à un site d'entraînement où Shinichi observe des demi-sens s'entraîner avec diligence pour obtenir une place dans l'armée. À leur retour à la maison, Shinichi commence la session de manga avec l'impératrice Petralka assise sur ses genoux. La tranquillité du moment est brusquement interrompue par Musil, qui frappe à la porte et propose de leur servir du thé. Cette intrusion inattendue exaspère Petralka et d'une manière typique de la noblesse, elle lance un barrage d'insultes dirigé contre Musil. Initialement, Shinichi tente de garder son calme, mais avec le temps, les mots blessants de Petralka commencent à raviver les souvenirs de ses propres cauchemars tourmentants. Dans un moment de colère montante, il prend position et intervient sévèrement, mettant fin au mauvais traitement de Petralka envers Musil. Heureusement, Shinichi retrouve son calme au bon moment. Il procède ensuite à éclairer poliment Petralka sur les principes d'égalité qui prévalent dans leur culture terrestre, l'encourageant à adopter une attitude plus humble si elle souhaite réellement en apprendre davantage sur la culture otaku. Ses paroles et ses actions réussissent à capter son intérêt et incarnant toujours sa nature privilégiée, elle ordonne à Shinichi de devenir son tuteur de japonais. En même temps, elle ordonne à Musil d'arrêter ses études jusqu'à ce qu'elle la surpasse. Un mois s'est écoulé depuis l'arrivée de Shinichi dans le royaume d'Elden. Pour son premier grand pas dans la diffusion de la culture otaku, il a demandé au gouvernement de construire un générateur électrique et une école qui accepte les étudiants sans discrimination. Sur le chantier de construction, Minori, vêtu de son uniforme saisissant, rejoint Shinichi et les autres. La scène majestueuse capte son attention et Shinichi commence à complimenter Minori d'une manière plutôt impolie. Il déplace ensuite son attention vers Petralka, offrant une explication particulière sur son potentiel de développement futur. Heureusement, ce comportement particulier est quelque peu toléré à Elden, le dispensant de poursuites judiciaires potentielles. Dans l'après-midi, Shinichi retourne à son domaine et reprend ses sessions habituelles de lecture de manga. Cependant, il se retrouve maintenant accompagné de 20 étudiants nobles supplémentaires. Alors que le soleil descend vers l'horizon, la session de manga se termine. Avec Petralka assise sur ses genoux, elle exprime ouvertement que Shinichi a rempli sa vie de couleurs vibrantes, un sentiment qui lui rend de tout cœur. Cependant, lorsque Shinichi mentionne le nom de Musil aux côtés de Petralka, la jalousie fait surface, la poussant à quitter précipitamment la pièce. Shinichi essaie de la suivre, mais il rencontre Minori dans le couloir. Minori lui offre un avertissement sévère, le mettant en garde contre le fait de défier les principes fondamentaux et la culture d'Elden. Elle lui rappelle la dure réalité que les habitants d'Elden pourraient ne pas accepter facilement que nobles et demi-sang étudient ensemble. Alors que la nuit tombe, Musil rejoint Shinichi à table et lui fait une demande inattendue, qu'il retire sa bague. À son grand choc, elle prononce maladroitement quelques phrases en japonais. Ces mots révèlent son désir d'accompagner Shinichi au Japon. Ses sentiments déclenchent un flot de souvenirs du passé de Shinichi, et avec ses pensées qui s'emballent, il croit à tort que Musil cherche une vie meilleure pour elle-même, négligeant par inadvertance l'affection et l'attention sincère qu'elle lui porte. Le lendemain, Shinichi, accompagné de Minori et Musil, se tient avec enthousiasme à leur école. Juste à ce moment-là, l'impératrice arrive et commence à étaler ses nouvelles compétences en japonais, ignorant joyeusement les progrès qu'elle a réellement faits. Pour mettre fin aux insultes blessantes de Petralka, Shinichi prend une position audacieuse en défense de Musil.
Cette action, cependant, ne fait qu'exaspérer davantage Petralka, car elle perçoit la préférence de Shinichi pour sa servante, plutôt que pour elle-même, malgré son soutien précédent en fournissant l'armée et les ressources d'Elden. Alors que l'argument s'intensifie, un groupe radical anti-impérialiste infiltre l'école et élimine impitoyablement les gardes de Petralka. Les radicaux prennent tout le monde en otage, y compris Petralka, pour leur association avec le Japon et leurs efforts pour introduire la culture otaku aux enfants du royaume. Dans leur idéologie déformée, ils croient que l'humanité est la race supérieure destinée à dominer les autres. Cependant, cette doctrine est rejetée avec véhémence par l'envahisseur autoproclamé Shinichi. Ces mots les mettent en rage, entraînant une réaction naturelle. Ils décident de l'exécuter. Heureusement, Petralka fait preuve de son intelligence rusée en révélant que Shinichi et Minori ne sont que de simples pions du Japon. Frustrés et distraits, les radicaux projettent Shinichi contre Minori, lui donnant involontairement l'occasion parfaite de saisir son arme dissimulée. 10 minutes plus tard, Shinichi prétend avoir un besoin urgent d'aller aux toilettes et alors qu'un garde l'escorte dehors, son alarme sonne discrètement. Le son ressemble à une incantation détournant avec succès l'attention du garde et créant une distraction pour que Minori puisse agir. Musil sort également de la pièce et lance un puissant sort de vent, fournissant un signal aux gardes de la station pour qu'ils interviennent. Cependant, juste avant qu'ils ne puissent entrer, l'un des terroristes lance un couteau de poche sur Petralka, seulement pour qu'il soit intercepté par Musil. Quelque temps plus tard, Shinichi se précipite à l'infirmerie. En entrant, il lui semble que Musil est décédé. Cependant, quelques instants plus tard, elle l'appelle d'une voix faible, lui procurant un sentiment de soulagement. Après avoir quitté l'infirmerie, Shinichi rencontre Motoba et s'enquiert du statut du Japon en tant qu'envahisseur. Le lendemain, Shinichi, accompagné de Minori, se rend à leur premier cours. Elle remarque sa nervosité mais ignore qu'il réfléchit à la réponse de Motoba de la veille, où Motoba avait expliqué que l'identité de Shinichi dépendait de son processus de pensée. Si Shinichi se considère comme un envahisseur, alors il doit en être un, sinon il n'y a rien à craindre. Alors que leur cours commence, Minori se présente ainsi que Shinichi. Il termine ensuite son premier cours et retourne à son domaine. Après un mois, Musil sort de l'hôpital, seulement pour découvrir que Shinichi a laissé le domaine en désordre. Sans hésitation, elle commence à nettoyer, rendant toute la pièce impeccable. Le lendemain matin, Shinichi lance avec enthousiasme son cours et annonce le début de leur voyage otaku. Pour son premier sujet, il se penche sur les termes utilisés pour décrire le rapport idéal entre les cuisses, les jupes courtes et les chaussettes montantes. Toute la classe écoute avec curiosité et concentration, mais les yeux de Minori sont remplis d'horreur. Agacée, elle prend de force le contrôle de la classe et commence à enseigner des termes utilisés dans les mangas BL, ce qui est certainement un choix unique. Sur le chemin du retour, les deux en viennent à la réalisation mutuelle que leur précédente conférence était un échec complet. Soudain, Minori reçoit une notification d'un intrus dans leur domaine. Sur leur garde, elle et Shinichi s'aventurent dans les buissons et découvrent une fille loup-garou nommée Elbia, originaire d'un pays voisin de l'Est. Minori agit rapidement pour l'immobiliser et la remet aux gardes en raison de soupçons qu'elle pourrait être une espionne. Cependant, étant un otaku inconditionnel, Shinichi ne peut pas se sortir de la tête l'image des oreilles animales d'Elbia. Pour assouvir son fantasme, il se rend au château et demande une audience avec Petralka. Dans la salle du trône, il plaide désespérément pour la vie d'Elbia, utilisant l'excuse qu'elle est une artiste exceptionnelle. Cependant, Gallius intervient et révèle qu'elle est une espionne présumée d'un royaume ennemi. Malgré tous ses efforts, Petralka voit clair dans ses stratagèmes et croit que la fille loup-garou est simplement une beauté. Elle convoque la fille dans la salle du trône pour valider ses affirmations. Dans un état de désespoir, Shinichi commence à divaguer jusqu'à ce qu'il tombe sur un plan pour utiliser Elbia comme agent double. Ils lui fourniront de fausses informations pour manipuler l'ennemi. Finalement, frustré mais concédant, Petralka confie à contre-cœur la garde d'Elbia à Shinichi. Après quelques jours, juste avant d'aller se coucher, Shinichi passe du temps à examiner les dessins de personnages d'anime d'Elbia. Il est impressionné par les détails impeccables et la précision de son travail. Elle explique que le dessin l'aide à contrôler diverses pulsions comme l'envie de chasser. Le lendemain matin, en se rendant en classe, Minori demande calmement à Shinichi s'il enseignerait les mangas BL aux étudiants. Avec un visage impassible, il refuse de le faire. Dans la salle de classe, Shinichi commence la conférence en introduisant le monde des jeux de simulation de rencontres. Il sort son jeu préféré et commence une simple démonstration. En rentrant chez lui le soir, il trouve Musil travaillant incroyablement dur sur la lessive. Elle s'excuse de se sentir inutile à Shinichi, mais il la rassure et exprime à quel point elle est importante dans sa vie. Alors que la nuit tombe, Shinichi monte à l'étage pour appeler Elbia pour le dîner. En entrant dans sa chambre, il la trouve rêvant de lui avec du sang dans les yeux. Troublé, il quitte la pièce, décidant de garder cette affaire pour lui et de ne pas la partager avec le reste de l'équipe. Cela continue pendant des jours jusqu'à ce que Petralka le convoque au château. Dans son esprit, il croit que l'impératrice pourrait avoir de nouvelles informations sur Elbia. Cependant, à son arrivée, Shinichi trouve Petralka d'une humeur particulière, un mélange apparent d'amour et d'irritation. Il remarque également Gallius rendant un manga BL qu'il avait emprunté à Minori.
Après être retourné au domaine, Shinichi va se coucher. Cependant, il est soudainement réveillé en sursaut par Elbia, qui semble d'une humeur menaçante. Heureusement pour lui, il s'avère qu'Elbia a simplement chaud et est perturbée en raison de ses jours de lune. Elle commence à lécher tout le corps de Shinichi. À ce moment-là, Minori et Musil font irruption dans la chambre, choqués par la scène inattendue. Heureusement, Elbia clarifie la situation en révélant qu'elle devient amoureuse pendant ses jours de lune. Alors que les premières lueurs de l'aube apparaissent, Shinichi et Minori se rendent à leur cours quotidien, observant les elfes et les nains engagés dans leurs querelles habituelles sur leur série de mangas préférés. Les disputes constantes entre eux attirent l'attention de Shinichi. Une fois le cours terminé, il décide de demander une audience avec Petralka, sollicitant du personnel supplémentaire pour leur institution éducative. Actuellement, ils ne peuvent accueillir que 25 étudiants, mais un nombre étonnant de 500 candidatures attendent avec impatience leur inscription. Pendant leur réunion, Shinichi est grandement impressionné par la maîtrise de Musil en littérature japonaise, ce qui lui donne une idée. Il suggère d'embaucher Musil comme nouvelle enseignante, une solution qui pourrait résoudre efficacement leurs problèmes d'inscription. Cependant, Petralka refuse fermement cette proposition, citant ses préoccupations concernant Shinichi passant toute la journée avec Musil. Plus tard, de retour au domaine de Shinichi, un envoi du Japon arrive, incluant l'objet de collection exclusif et précieux de Minori, l'ampoule dorée. Cependant, les instincts animaliers d'Elbia prennent soudainement le dessus et elle s'empare de la balle, excitée de jouer avec. La vue de son objet exclusif potentiellement ruiné exaspère Minori à un point tel qu'elle tend la main vers son fusil semi-automatique. Heureusement, les gardes vigilants entourant la zone réagissent rapidement, empêchant Minori de prendre toute action irréfléchie. Juste au moment où la tension monte, Musil intervient employant sa magie du vent pour arrêter le comportement impulsif d'Elbia. Alors qu'Elbia reprend ses esprits, elle offre des excuses sincères pour avoir potentiellement gâché la précieuse balle dorée de Minori. À la surprise de tous, Minori décide intentionnellement d'offrir l'objet à Elbia, faisant preuve d'un acte de générosité inattendu. Ce geste suscite un sentiment d'unité et de compréhension au sein du groupe. Cet incident inspire à Shinichi l'idée de favoriser une rivalité amicale entre les elfes et les nains à travers un match de football. Il présente sa proposition à Petralka et Gallius, qui ont tous deux exprimé un intérêt sincère pour le concept. Avec leur approbation, Shinichi procède à l'annonce des détails du match à ses étudiants impatients. Pour leur fournir une référence solide pour le sport, il leur fait regarder quelques épisodes d'Inazuma Eleven, le genre de truc original sur lequel on a tous grandi. Le jour du match, Petralka prend une place de choix dans la zone des spectateurs et Shinichi, agissant comme arbitre, signale le début du jeu. Ramalda, représentant les nains, démontre l'influence d'Inazuma Eleven en décochant une frappe puissante depuis la position de départ. Il est clair que la force physique des nains leur confère un avantage considérable dans le sport. Au coup de sifflet de la mi-temps, les nains ont marqué 50 buts, tandis que les elfes restent à 0. Cependant, en seconde période, Minori autorise les elfes à utiliser leur magie, rééquilibrant ainsi le jeu pour leur équipe. Elle ignorait que sa décision transformerait le terrain en une véritable zone de guerre. Alors que le soleil commence à se coucher, les deux équipes se retrouvent à égalité, 99 buts partout, et aucun d'eux n'a la force de continuer le match. Finalement, il déclare le match nul et les deux équipes reçoivent le prix de la victoire, célébrant l'unité forgée par cet événement sportif mémorable. Le lendemain matin, Shinichi demande une audience à Matoba, révélant un problème préoccupant concernant les décisions d'approvisionnement du gouvernement qui affectent le programme de leur institution. Il illustre le problème en présentant quelques mangas mal placés. Cependant, Matoba semble dédaigneux et ne saisit pas la gravité de la situation. En tant que directeur général de l'entreprise, Shinichi adopte une position ferme et insiste pour une visite au Japon, même si cela signifie recourir à des mesures extrêmes. L'intensité de sa frustration contraint Matoba à accepter à contre-cœur son plan. Le soir, Shinichi se confie à Musel, révélant le voyage imminent au Japon et la pressant de préparer ses affaires pour le voyage. Cependant, Musel exprime plus d'inquiétude quant au retour de Shinichi à Elden, ses yeux reflétant son malaise. Face au regard suppliant de Musel, Shinichi décide d'approcher Motoba une fois de plus, faisant une demande sincère pour permettre à Musel de l'accompagner au Japon. Malgré ses supplications désespérées, Motoba décline rapidement la demande, citant une raison impérieuse. Les citoyens d'Elden ont une grave réaction allergique à l'atmosphère terrestre, ce qui peut entraîner une mort instantanée. Attristé par cette révélation et la perspective de laisser Musel derrière lui, Shinichi retourne à son manoir pour faire les préparatifs nécessaires à son prochain voyage au Japon. Le lendemain matin, plusieurs soldats emploient une mesure plutôt drastique en droguant Shinichi pour empêcher la révélation de l'emplacement du passage. Après une période d'inconscience, Shinichi se réveille face au côté familier de son ancien plafond. La nostalgie envahit son cœur alors qu'il commence à déballer ses affaires. En ouvrant son sac, il est étonné de découvrir Musel caché à l'intérieur. Shinichi, inquiet pour le bien-être de Musel, s'enquiert hâtivement de son état. À sa surprise, Musel semble en parfaite santé, le laissant réaliser qu'elle l'avait habilement trompé.
La situation étant désormais hors de son contrôle, Shinichi l'accepte et invite Musel à le rejoindre pour une visite à Akiba, le berceau emblématique de la culture otaku. Alors qu'ils explorent la ville, l'excitation de Musel est palpable en rencontrant de nombreuses choses qu'elle n'avait auparavant vues que dans les mangas. Leur voyage à Akiba comprend diverses activités agréables, comme passer du temps dans une salle d'arcade. Shinichi conclut leur journée inoubliable par un dîner dans un café de soubrette local. En rentrant chez lui, Shinichi aborde le sujet de la situation des sous-vêtements de Musel. Apprenant qu'elle manque des fournitures nécessaires, il entreprend un voyage gênant à l'épicerie. Là, il achète un paquet de culottes, attirant quelques regards curieux des autres clients. À son retour, il trouve Musel revêtant l'une de ses chemises. Pendant un instant fugace, la tentation le tiraille, mais il fait finalement preuve de retenue. Le lendemain matin, Shinichi se retrouve de retour dans le royaume d'Elden. Alors qu'il reprend conscience, où il présente ses excuses à Motoba et Minori, d'avoir oublié d'acheter les mangas qui avaient nécessité son voyage. À l'intérieur du château, la femme de chambre en chef de Petrelka expose leur emploi du temps de la journée, détaillant de nombreuses tâches pour la jeune souveraine. Cependant, la patience de Petrelka s'amenuise alors qu'elle s'irrite de plus en plus du flot constant de responsabilités. Dans un accès d'exaspération, elle demande à sa femme de chambre de changer de sujet et de la libérer de ses fonctions. Déterminée à échapper aux confins du château sans être remarquée, elle décide de partir sans prévenir, créant une commotion tumultueuse qui déconcerte Gallius et les autres. Dans un état d'inquiétude et d'incertitude, les serviteurs convoquent hâtivement Shinichi pour son aide. Peu de temps après, Shinichi tombe sur un entrepôt et, poussé par la curiosité, décide d'entrer. À sa surprise, il découvre Petrelka profondément endormie à l'intérieur d'un conteneur, entourée d'un assortiment de mangas. Dans son sommeil, elle appelle désespérément ses parents. C'est à ce moment précis que Gallius entre dans l'entrepôt et récupère la jeune souveraine. La situation résolue, Shinichi et les autres retournent à leur domaine, où ils savourent les délices de la cuisine locale japonaise amoureusement préparée par Musel. Le lendemain, Shinichi reçoit une convocation au château, seulement pour être accueilli par une nouvelle inhabituelle. Petraka a pris la décision de renoncer à ses responsabilités et d'adopter un mode de vie reclus. Pour aggraver les choses, la barrière magique à l'entrée du château interdit désormais l'entrée aux individus originaires d'Elden, jetant un air d'incertitude et d'appréhension sur le royaume. En tant que reclus expérimenté, Shinichi prend en charge la situation, rassurant tout le monde et offrant de s'en occuper lui-même. Avant d'entrer dans la chambre de Petralka, Shinichi tombe sur une révélation choquante. Le récit tragique des parents de Gallius et Petralka s'empoisonnant mutuellement au milieu des disputes de succession. Avec cette sombre compréhension, Shinichi entre dans la chambre de Petralka, où il commence un ambitieux projet de redécoration, transformant l'espace pour refléter le mode de vie d'un véritable reclus. Plutôt que de s'engager dans des disputes avec elle, Shinichi participe activement à cette entreprise pour partager le monde de Petralka, cherchant à rester à ses côtés. Cependant, ce développement ne plaît pas à Musel, qui se retrouve inconsciemment piégé dans la même position de cuisine, répétant ses mots d'excuses. Pendant ce temps, de retour au château, Petralka, absorbé par un jeu vidéo, s'enquiert des propres expériences de Shinichi en tant que reclus. Cette question déclenche des souvenirs de son passé lorsqu'il a fait face au rejet d'un ami d'enfance et a décidé d'embrasser un mode de vie reclus par embarras et honte. Le lendemain matin, Shinichi trouve Petrelka debout devant sa porte. Rassemblant le courage de l'ouvrir, elle présente ses excuses à ses fidèles serviteurs et prend la décision résolue de reprendre ses fonctions d'impératrice. Pendant ce temps, de retour chez Shinichi, Musel reste piégé dans sa posture culinaire, répétant les mêmes mots d'excuses, une conséquence involontaire des événements récents. Le lendemain matin apporte un retour bienvenu à la normale, alors que Musel retrouve ses esprits et assume la tâche d'enseigner à une classe pleine d'étudiants enthousiastes. Après le cours, dans le couloir, Matoba leur rend une visite inattendue. Il arrive avec de sombres nouvelles pour Minori concernant son congé payé. Elle doit le passer à Elden, utilisant ses vacances à l'intérieur des frontières du royaume. Alors que les heures de classe touchent à leur fin, Shinichi, accompagné de Minori et Musel, retourne au domaine où il rencontre Gallius. Il exprime sa gratitude sincère à Shinichi pour son rôle instrumental dans la résolution de la situation de reclus de Petralka et offre son aide pour toute question future. À ce moment-là, Minori est frappé par une idée et demande à Gallius d'organiser un lieu de vacances pour eux. Après une brève considération, Gallius suggère le domaine impérial situé à la périphérie du pays, un endroit qui offre un large éventail d'activités de loisirs et dispose d'un vaste lac. La révélation excite Shinichi alors qu'il anticipe avec impatience son épisode de maillot de bain tant attendu. En atteignant la plage, Shinichi est captivé par la perfection absolue de la scène devant lui. Cependant, son attention est momentanément détournée alors que Musel arrive, le laissant momentanément sans voix. De retour au château, Petralka est déterminé à accomplir rapidement ses devoirs royaux afin de pouvoir rejoindre Shinichi et les autres. Son enthousiasme va même jusqu'à demander au président de créer le maillot de bain parfait pour l'occasion à venir.
Malgré son impatience pour les vacances, elle reste dévouée à ses responsabilités. Pour répondre à sa demande de maillot de bain, le président rassemble un conseil d'hommes cultivés qui se mettent diligemment au travail, utilisant les mangas comme référence. Pendant ce temps, à la plage, Shinichi apprécie pleinement ce qu'il considère comme l'un des meilleurs jours de sa vie. Cependant, la scène idyllique est perturbée lorsqu'un de leurs étudiants elfes arrive en détresse, expliquant frénétiquement que lui et Ramalda avaient espéré les rejoindre en vacances. Soudain, une créature ressemblant à un buisson lance une magie de foudre, immobilisant Romualda. Rapidement, tout le monde passe à l'action, se dirigeant vers la forêt. Utilisant les sens aiguisés d'Elbia, il localise les intrus, offrant une opportunité de sauver Romualda. Mais les choses tournent mal quand Elbia ignore l'avertissement de Shinichi et commence à poursuivre l'ennemi. Sa maladresse la conduit à tomber dans un piège. Heureusement, Musel intervient, utilisant sa magie de terre pour créer un piège. Malgré leurs efforts, les intrus réussissent à s'échapper, capturant Musel au passage. Heureusement, Minori arrive juste à temps, appréhendant avec succès les intrus. Il s'avère que ces individus étaient des soldats japonais chargés de capturer des moments rares. Pendant ce temps, au château, Petralka enfile son petit maillot de bain en prévision impatiente de son départ pour les vacances. À l'aube d'un nouveau jour, Shinichi commence sa routine habituelle, seulement pour trouver Minori vêtu d'une tenue de soubrette. Intrigué, il s'enquiert du changement soudain de tenue. Minori révèle que ses vêtements ont été lavés par erreur par Musel, et peu après, Musel renverse accidentellement de la soupe sur la tenue de Minori. En conséquence, elle est maintenant contrainte de porter l'uniforme de soubrette de Musel. Au milieu de leur conversation, quelque chose tombe dans les yeux de Shinichi, provoquant un moment involontaire mais humoristique où il lui attrape accidentellement la poitrine. Avec une situation déjà gênante, il ajoute quelques pressions avec leurs propres effets sonores spéciaux, injectant un peu de légèreté dans la situation. Soudain, Matoba fait irruption dans la pièce, son expression inébranlable, alors qu'il apporte des nouvelles préoccupantes. Il les informe que les images enregistrées pendant le match de football ont été divulguées et que divers passionnés d'internet spéculent sur une série de conclusions. Malgré ce développement inquiétant, Shinichi parvient à garder son calme. Il expose un plan simple pour résoudre rapidement la question. Sa proposition consiste à enregistrer un film et à déclarer officiellement que le match de football faisait partie du film, offrant un moyen de désamorcer la situation. La production du film démarre avec une tournure surprenante. Minori assume le rôle de réalisatrice, tandis que Petralka occupe le poste de rôle féminin principal. Leur ambitieuse entreprise ne s'arrête pas au cinéma conventionnel, ils tentent même de faire jouer un vrai dragon dans le film. Cependant, en raison d'un incident maladroit impliquant quelqu'un qui a trop vaporisé de parfum, le dragon devient furieux et déchaîne une explosion enflammée pour Zekaseko Jai, provoquant le chaos sur le plateau. Finalement, Shinichi et Matoba décident de construire un modèle de dragon en remplacement, un choix qui finit par coûter à Matoba l'équivalent d'1 an de son salaire. Le jour du tournage, Petralka anticipe avec impatience l'arrivée de leur dragon modélisé en 3D. Cependant, en raison de l'habitude de Minori d'utiliser excessivement du parfum, elle invoque involontairement un vrai dragon. Face à ce développement inattendu, les soldats de l'armée se mobilisent rapidement, sortant l'artillerie lourde pour chasser le dragon. Remarquablement, Petralka reste convaincu que tout cela n'est qu'un effet CGI, inconsciente du danger réel qui avait brièvement plané sur leur production cinématographique. Quelques jours plus tard, Matoba exprime ses compliments et ses félicitations à Shinichi pour ses réalisations remarquables. Avec une nouvelle étincelle de motivation, Shinichi s'engage joyeusement à enseigner à sa classe le lendemain matin. Cependant, son enthousiasme est interrompu lorsqu'il découvre plusieurs étudiants en pleine dispute animés pour une copie de manga convoité. Sur le chemin du retour, Shinichi ne peut s'empêcher de remarquer l'influence négative que la culture otaku a sur la jeune génération, les menant vers l'oisiveté et la complaisance. La même tendance se répète le lendemain à la bibliothèque où il trouve un étudiant traduisant diligemment un light novel. Poussé par ses observations, Shinichi demande une audience à Matoba à son retour chez lui, demandant des fournitures supplémentaires du Japon. Matoba répond avec enthousiasme en apprenant la nouvelle, révélant que le Japon planifie une invasion culturelle d'Elden. Grâce au dévouement et au travail acharné de Shinichi, ses ambitions sont sur le point de devenir une réalité. Cependant, cette révélation choque Shinichi au plus profond de lui-même. Submergé et angoissé, il s'enquiert de la raison du gouvernement de l'avoir choisi. D'un ton rusé, Matoba révèle que ses supérieurs cherchaient quelqu'un qui pourrait facilement disparaître de la Terre sans préavis et pourrait être éliminé sans complication s'il dépassait ses limites. Ces dures de réalité brisent le cœur de Shinichi. Submergé par la dépression, il reprend son ancien mode de vie de reclus, se confinant à sa chambre. Contrairement à ses parents, le gouvernement ne sera pas indulgent avec lui et il pourrait être rapidement remplacé sans hésitation. Alors que la nuit atteint son apogée, Shinichi sort de sa chambre, poussé par la curiosité d'enquêter sur le bruit persistant. À sa surprise, il découvre Musel dans la cuisine, occupé à lui préparer des omelettes à la japonaise. Initialement, Shinichi refuse le dîner, mais par égard pour les sentiments de Musel, il s'assied et commence à manger.
Après avoir terminé une assiette, il rassemble le courage de révéler son véritable but, de résider à Elden. Cependant, Musel refuse catégoriquement d'en entendre parler, lui rappelant l'impact profond qu'il a eu sur sa vie et les expériences qu'ils ont partagées. Son soutien indéfectible et son affection finissent par lui remonter le moral, le conduisant à la décision de reprendre son travail. Le lendemain matin, Shinichi demande une audience à l'impératrice Petrelka et présente une proposition selon laquelle Elden devrait produire ses propres mangas, animes et light novels sans dépendre du Japon. Sa proposition est accueillie favorablement par l'impératrice. Cependant, le manque d'enthousiasme de Matoba pour cette idée est évident. Pire encore, il ouvre les yeux pour la première fois, laissant entendre que les choses vont devenir sérieuses. Les actions de Shinichi dans la salle du trône déclenchent une tentative d'assassinat à part entière contre sa vie. Heureusement, l'impératrice Petralka avait prévu cette possibilité et avait posté son groupe de défense d'élite composé de ses femmes de chambre aux compétences magiques exceptionnelles sur les lieux. Ces femmes de chambre emploient de leur magie avec expertise pour immobiliser les aspirants assassins et les capturer pour une enquête plus approfondie. Quelque temps plus tard, Matoba apparaît dans la salle du trône et explique qu'un groupe terroriste était derrière l'attaque. Il a déporté les soldats capturés au Japon pour une enquête plus approfondie. Plusieurs jours paisibles passent sans incident jusqu'à ce qu'un assaut inattendu et coordonné se déroule, ciblant simultanément le château, la place centrale et l'école. Au milieu du chaos, Shinichi, otaku dévoué, se précipite instinctivement vers l'école pour récupérer un manga en édition limitée. Cependant, à son arrivée à la bibliothèque, il est soudainement immobilisé par un soldat et laissé à son sort. Heureusement, Musel, Brook et Elbia arrivent à l'école juste à temps. En entrant, Elbia se retrouve engagée dans une bataille avec quelques soldats, tandis que Musel avance pour localiser son maître. Soudain, l'étagère à livres derrière eux s'effondre, menaçant de les écraser tous les deux. Heureusement, Musel parvient à lancer sa magie à temps pour les sauver du désastre imminent. En bas, Minori fait une apparition soudaine et prête rapidement son assistance à Elbia pour faire face aux gardes. Ensemble, ils se dirigent vers la bibliothèque et s'échappent par une fenêtre. Dehors, Matoba arrive et partage ses préoccupations concernant la rupture potentielle des liens diplomatiques entre Elden et le Japon. Cependant, Shinichi le rassure en lui disant qu'il a déjà élaboré un plan impeccable pour faire face à la situation. Le lendemain matin, Shinichi s'engage dans une conversation avec les supérieurs qui lancent une grave menace, l'avertissant de conséquences désastreuses s'il désobéit. À l'insu de l'officier supérieur, l'impératrice Petrelka a écouté la conversation. Elle intervient, révélant qu'un pays voisin était derrière l'attaque orchestrée. De plus, elle lance un avertissement sévère déclarant que tout préjudice causé à Shinichi entraînera la rupture de leurs liens. Cet ultimatum met rapidement fin aux différends. Alors que les choses se calment, Musel accompagne Shinichi sur le site de l'école. Là, il rassemble le courage de confesser son amour. Cependant, son moment sincère est interrompu par Elbia, qui transmet la convocation de l'impératrice. Ils entrent dans la salle du trône où Shinichi exprime formellement sa gratitude au trône. Cependant, il réalise rapidement que la stratégie de Petralka alerterait involontairement Matoba sur leur relation. Pour éviter les soupçons, il invite nonchalamment l'impératrice à un rendez-vous. Quelque temps plus tard, l'école rouvre et Shinichi reprend sa position, continuant à diffuser la culture otaku aux passionnés du monde entier. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, envisagez de vous abonner à la chaîne et restez à l'écoute pour plus de mises à jour de qualité.